Bonjour à toutes et à tous, merci à DQE Software de nous accueillir ce matin. On a parlé de qualité de données, on a parlé d'intelligence artificielle et là effectivement une table ronde consacrée à la fraude et on va en profiter pour découvrir les API opérateurs et je vais inviter nos 5 speakers à nous rejoindre sur scène. On commence par Loïc Leblé. Bonjour Loïc, on peut applaudir. Qui travaille chez Fortuneo et Arkea Banque, qui va s'installer sur le canapé. Vous allez voir, les banquiers sont sur le canapé. Jérôme Palin, également, de chez BNP Paribas BCEF. Bonjour Jérôme. Emmanuel Martinera. Bonjour Emmanuel, également de BNP Paribas, mais côté Personal Finance. Et 2 représentants des opérateurs, Michael Gégaud d'Orange. Bonjour Michael. Et Didier Cadard de SFR. Bonjour à tous les 5. Prenez les micros. On va commencer très rapidement par se présenter. Loïc, Product Manager EER chez Fortuneo. C'est quoi votre métier ? Donc l'ER, en gros, c'est tout ce qui permet aux prospects qui ne connaissent pas Fortuneo de devenir clients. Donc c'est l'entrée en relation et souscription chez Fortuneo. C'est ça. Donc mon rôle, c'est juste de faire en sorte que ce soit le plus simple possible et le plus fiable. 2-3 chiffres peut-être sur Fortuneo et Arkea ? Aujourd'hui, Fortuneo, donc on est 300-400 collaborateurs. On est à peu près 1,2 million de clients. On a 35 milliards d'euros d'encours et on est sur notre 25e année, donc l'année prochaine. On peut parler de néobanque ? Banque en ligne qui se rapproche d'une néobanque. Oui. Très bien. Merci à votre gauche, Jérôme Palin. Vous êtes Fraud Fighter Lead chez BNP Paribas BCEF. Est-ce que vous présentez votre métier ? Bonjour à tous. Oui, alors bon, effectivement, tout est un peu dans le titre, hein, Fraud Fighter, parce qu'effectivement, c'est pas juste une activité, un domaine, mais c'est bien un combat au quotidien. On combat contre les fraudeurs et pour les victimes, puisque effectivement derrière les victimes, c'est pas que les banques, mais c'est surtout leurs clients. Donc le but, c'est effectivement de traiter tout ce combat du début à la fin, donc en passant par la sensibilisation, la pédagogie, la détection, bien sûr, parce qu'il faut le dire, alors je ne donnerai pas de chiffres, mais la majorité des fraudes sont détectées. Et on va y revenir. Mais on ne donnera pas de chiffres. Et on rappelle, BNP Paribas, c'est évidemment un grand groupe bancaire français. Quelques chiffres peut-être à partager ? Non, j'en ai pas beaucoup. Non, je préfère pas en donner parce qu'effectivement, c'est toujours des données très sensibles et puis j'ai pas eu la validation de mes équipes marques pour les partager. Donc il y a beaucoup de clients. Alors, on peut parler de chiffres marques. un peu globaux sur la fraude bancaire. On sait que ça représente plusieurs millions, mais effectivement, après avoir une ventilation par banque, bon, je pense que aucune banque n'est épargnée. Et des grandes marques, évidemment, BNP, mais également des néobanques, Hello Bank. Hello Bank, qui effectivement fait partie de la marque. Du groupe, on a aussi Nickel, qui est dans le groupe, donc qui reprend un peu son secteur et un petit peu son secteur de fraude aussi. Donc on est tous des acteurs de la lutte contre la fraude, hein, c'est là où je voulais en venir. Et donc on traite aussi, bien sûr, tout l'accompagnement de nos victimes. Et bien sûr, ce qu'on malheureusement on n'arrive pas forcément à faire le plus, on traite aussi la partie répression. Donc on cherche malgré tout à arrêter les fraudeurs. D'accord, et on va revenir. À votre gauche, Emmanuel Martinera, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez également du groupe BNP Paribas, mais c'est plus la partie Crédit Conso, Personal Finance. Plutôt partie Crédit Conso. Donc moi, je suis responsable de la fraude externe, fraude interne pour BNPPF, qui est une filiale du groupe BNP, spécialisée dans le crédit à la conso. La marque la plus connue, c'est sous la marque CTLM. Nous sommes présents sur 28 pays, 23 millions de clients. Je rejoins Jérôme, hein, c'est un combat au quotidien. Mon secteur d'activité, c'est surtout la fraude à l'octroi de crédit, la fraude monétique. Et on va y revenir dans un instant sur les motifs de fraude. À votre gauche, Michael Gégaud, bonjour. Alors, qui est account manager chez Orange Pay Services ? C'est quoi cette entité d'Orange ? Orange Pay Services, c'est une entité qui dépend du grand public, où on a 3 activités. La première tourne autour du business messaging, on en a parlé tout à l'heure, les SMS en masse, le RCS, etc. La seconde activité, c'est du paiement sur facture. Donc là, on travaille avec les stores, avec les grandes marques comme Netflix, quand vous achetez votre abonnement, par exemple, et que vous payez sur votre facture opérateur. Et puis, on a une troisième activité, c'est Mobile ID. Et là, pour ça, on travaille avec des agrégateurs comme DQE Software, par exemple. Merci. Et à votre gauche, on a Didier Cadard, qui travaille chez SFR, un peu le même métier que Michael. Qu'on comprenne bien, le sujet, c'est de valoriser les assets des opérateurs, notamment au travers des API, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, SFR, nous, on représente 20% du marché mobile. Donc, on est opérateur fixe et mobile. Et moi, je travaille dans
une direction qui s'appelle Analytics, donc qui a un trait en lien avec la data, la gestion de la data. Et on est une petite business unique. On a développé un produit qu'on appelle Mobile ID, donc multi-opérateur, donc avec Orange, Free et puis Bouygues, qui permet d'ajouter une couche de sécurité autour du numéro de téléphone mobile. Et on va en parler. Alors on va commencer juste par quelques petits éléments de contexte. Loïc, aujourd'hui, à quel type de fraude êtes-vous confronté? Est-ce que la démocratisation du mobile ces dernières années, ça a été plutôt une chance ou un risque dans vos métiers? Nous, chez nous, le mobile, on est obligé de faire avec. En fait, on ne peut pas passer autrement. Tout ce qui est acte de signature, etc., ça passe par le mobile. Donc on fait avec. Nous, ce qu'on voit sur le périmètre d'entrée en relation, c'est de la fraude identitaire, de la fraude documentaire au global. Donc des faux documents qu'on vous soumet? Des faux documents, oui. Et donc c'est le mobile donc, nous permet de récupérer des documents d'un peu de meilleure qualité, mais on sait que derrière, tout ce qui est fraudeur donc, vont plus vite que nous et arrivent aujourd'hui à falsifier des documents pour nous les fournir. Donc on a quand même des standards qui arrivent, type PVID et QES, donc qui permettent de fiabiliser une signature. On a le même niveau de garantie qu'une signature face à face, donc ça nous aide pas mal. Mais à côté, on sait que la fraude accélère et qu'on va avoir du deepfake, du morphing, etc. Les faux documents, c'est quoi? C'est des cartes d'identité, des justificatifs de domicile? C'est tout ça. Donc on a beaucoup sur le justificatif d'adresse, mais on a aussi sur le justificatif de revenus. Donc ça nous arrive souvent. Donc c'est du temps qu'on passe à étudier ces dossiers-là. Parce que le justificatif d'adresse, difficilement automatisable, on utilise de l'OCR quand même pour nous aider à la prise de décision, mais il y a quand même un opérateur qui vient vérifier et valider si le document est fiable ou pas. Jérôme, même question. À quel type de fraude aujourd'hui êtes-vous confronté? Est-ce que ça a évolué ces dernières années avec la démocratisation du mobile? Alors là, quand on dit à quel type de fraude on est confronté, je pense que je me retourne vers tout le monde. Je pense qu'on est tous confrontés par le même type de fraude. D'ailleurs, juste un petit sondage, qui n'a jamais reçu de SMS frauduleux? On est d'accord. Voilà. Donc ce type de fraude, déjà, on voit bien le lien avec le mobile. C'est très très compliqué et pas seulement pour la partie fraude, puisque aujourd'hui, même quand on envoie des SMS légitimes, on va considérer une fois sur deux qu'il est frauduleux. Donc il y a un sujet derrière de business, et d'ailleurs dans le cadre de notre activité, souvent on met en avant aussi les atouts associés à la lutte contre la fraude sur le business. Donc c'est pas seulement réduire la fraude, mais aussi fluidifier le business et faire en sorte que les clients nous fassent confiance. Emmanuel, même question. La question est intéressante. Pour moi, le mobile est un point fort, mais il peut être un point faible s'il n'est pas suffisamment sécurisé. Aujourd'hui, on le voit, on voit beaucoup de fraude documentaire, mais la fraude évolue. On passe plutôt maintenant sur de l'usurpation d'identité, fait via phishing ou un vishing, etc. Donc la fraude documentaire, on sait la maîtriser. L'usurpation d'identité, c'est différent. C'est des vrais justificatifs. Donc il faut utiliser des autres moyens, des autres outils pour pouvoir la sécuriser. Michael, le mobile, c'était initialement fait pour téléphoner et on sent qu'il a évidemment de nouvelles fonctions. Oui, mais bon, c'est clairement un point fort, le téléphone mobile quand même. non, on va juste ramener ça un petit peu au niveau du contexte, c'est-à-dire que déjà le premier GSM c'était en 1993 quand même, qu'entre-temps c'est 58 millions de lignes mobiles et un taux d'adoption de près de 96%, je crois, des plus de 15 ans aujourd'hui en France. Oui, on pourrait faire le sondage, est-ce que quelqu'un n'a pas de mobile dans cette salle? C'est ça, je me demande même ce que font les autres en fait. Mais sur le principe, à la base, effectivement, à la base, les fonctions étaient des fonctions basiques d'adressage et de nommage sur le réseau, ce qui permettait d'émettre des appels, etc. Aujourd'hui, votre numéro de téléphone, il est utilisé pour plein de choses. Il vous sert à vous authentifier, à vous identifier, à valider votre paiement chez votre e-commerçant préféré, etc. Donc, on pense que c'est devenu un véritable attribut d'identité aujourd'hui. Mais s'il est au cœur justement de vos usages numériques, votre vie numérique, il est également au cœur des schémas de fraude. Et aujourd'hui, effectivement, on en voit plein, le smishing, le phishing, enfin, j'en passe, c'est les meilleurs. Voilà. Donc oui, c'est un point fort, et oui, il y a des choses à améliorer, à sécuriser sans doute. Alors Didier, j'imagine, est d'accord. Peut-être qu'on peut profiter pour définir ce que c'est que le smishing, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette expression. Le smishing, c'est un SMS ou un phishing par SMS. Ouais, c'est ça. Et puis qui va permettre de récupérer vos identifiants, login, mot de passe pour aller se connecter sur votre
sur votre service, voire votre compte bancaire. Mais du coup, le mobile constitue un point fort en fait dans ce schéma-là, puisque en fait ça fonctionne, ça fonctionne. Ouais. En fait, c'est un objet finalement qui est possédé physiquement et donc constitue comme une clé ou un badge d'accès derrière qui va être utilisé pour envoyer une notification par un service qui veut vérifier votre identité. Et donc le fait de recevoir et de répondre à ce SMS, si c'est un SMS, constitue une preuve que vous possédez la ligne. Donc du coup, vous avez en plus de votre login mot de passe donc un numéro de téléphone mobile qui vous permet d'ajouter une couche de sécurité. Et donc ce qu'on se constate ces dernières années, c'est que cette sécurité-là, des fois, est détournée par les fraudeurs, et c'est là qu'intervient en fait la solution qu'on a développée, les 4 opérateurs Mobile ID, puisqu'on va offrir des solutions pour renforcer la sécurité, donc rajouter une couche qui va permettre de déjouer en fait le détournement de la couche mobile. De la couche de sécurité mobile qui avait été mise en place avec les SMS et les codes envoyés par SMS. Les fameux SMS OTP. Alors Loïc, peut-être qu'on peut revenir sur votre découverte de ces API qui sont commercialisées par DQE Software. Quelles sont les API que vous avez utilisées pour adresser quel cas ? Alors nous, c'était Match ID, donc c'était pour la justification de l'adresse postale. On a fait comment ça fonctionne ? Alors Match ID, c'est assez simple. Nous, on collecte des données au moment de la souscription, donc nom, prénom, adresse, etc. Et en fait, on va aller appeler Match ID pour aller vérifier si la donnée qu'on a récupérée est cohérente par rapport aux données chez l'opérateur. Donc on récupère un score, et en fonction de ce score-là, on prend une décision. Ce qu'on a fait, donc, nous, c'est à partir du moment où on a 98% de corrélation, on part du principe que c'est OK, et donc on laisse passer le prospect sans upload de justificatif d'adresse. Pour les autres, on demande un justificatif d'adresse, et ça nous aussi, le score négatif nous permet aussi d'avoir des billes sur la qualité du potentiel client, et ça peut venir alimenter un score pour nous aider à la prise de décision. Pour donner quelques chiffres, donc on a fait une expérimentation de 4 mois, et sur cette expérimentation, on a eu 60% de retour de score, donc on a eu un score DQE pour 60% de notre flux. Il manquait Free à l'époque, mais maintenant c'est réglé. Et sur ces 60%, on avait plus de la moitié avec un score suffisant pour faire passer le prospect sans avoir uploadé de justificatif d'adresse. Et donc nous, on y gagne sur 3 plans. Déjà sur la partie expérience utilisateur, donc le fait de ne pas... On va reparler du ROI dans un instant, mais c'est une expérience qui a été lancée il y a combien de temps ? En fait, entre octobre 2023 et janvier 2024. Ça a été facile à mettre en place. Vraiment, ces 3 appels API, donc on a réussi assez rapidement. Et là, donc, on est en phase de contractualisation. Donc, je donne déjà des billes, ça veut dire que ça nous a plu et qu'on souhaite continuer. Donc voilà, donc on est en phase de contractualisation, et même donc Fortuneo fait partie d'un groupe, et on sait que le groupe est intéressé aussi par cette solution. Très bien. Jérôme, la même question. Quand est-ce que vous avez découvert chez BNP Paribas ces API ? Dans quel cadre les utilisez-vous ? Alors aujourd'hui, on utilise l'API SIM-Verify, donc qui permet de détecter les SIM swaps. SIM-swap, juste un petit vernis sur qu'est-ce que le SIM-swap. Donc, le SIM-swap, ce n'est pas une fraude, contrairement à ce qu'on pense, c'est une opération légitime de changement de carte SIM. Donc ça vous est tous arrivé, vous faites tomber votre téléphone, vous changez la carte SIM parce que ce n'est plus le bon format, donc vous faites ce qu'on appelle un changement de carte SIM. Je crois qu'il y en a plus de 100 000 par opérateur par mois, donc les volumes sont très importants. Donc en soi, ce n'est pas une opération à risque, mais c'est une opération qui, techniquement, permet de transférer votre abonnement, votre ligne, d'une carte SIM à une autre. Donc tout l'objet du fraudeur, on le voit, c'est récupérer votre numéro de téléphone pour récupérer cet OTP SMS. Et donc pour récupérer votre ligne, il suffit d'être en mesure de transférer votre ligne sur une nouvelle carte SIM. Donc c'est ce qu'on appelle le SIM swap frauduleux. Et donc tout l'enjeu maintenant, c'est d'être en mesure de détecter au plus tôt quand il y a eu cette opération, puisque ce SIM swap frauduleux, il a la vertu du coup, sur le monde bancaire, d'être en mesure de s'authentifier fortement à la place du client. Donc en plus de ces credentials qu'on aura récupérés par ailleurs dans le cadre d'un smishing. Donc, oui, c'est ça. Donc, de votre point de vue, c'est légitime. Alors, de mon point de vue, à la base, changer de carte SIM, c'est légitime. Changer de carte SIM et dans l'heure qui suit, par exemple, s'enrôler au système d'autant de forte et réaliser des opérations atypiques, là, c'est déjà un peu plus suspicieux. Voilà. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément de la fraude, mais c'est des éléments
très important qu'on va intégrer dans notre calcul de risque, parce que tout l'objet, c'est bien de matérialiser le risque et de déterminer ensuite quelles actions on veut faire. Est-ce qu'on bloque l'opération? Est-ce qu'on renforce les contrôles sur les opérations? Est-ce qu'on contacte le client pour vérifier s'il est bien à l'origine de l'opération? Voilà, donc toute cette exploitation permet de réduire drastiquement la fraude au SIM-swap. Et donc l'API a été déployée depuis combien de temps au sein de votre Alors, groupe? il y a le déploiement, on va dire, contractuel, qui est quand même assez rapide, on va dire. Bon, il faut se le dire, je pense qu'on est tous contraints par la même chose. Il y a un parcours du combattant quand on veut intégrer une solution. Et elle n'est pas que IT. D'ailleurs, pour les IT, on le sait, on est sur des solutions qui sont quand même assez light. Donc, on arrive à rapidement déployer. Mais il y a tout ce qui se passe en amont, toute la partie contractualisation, négociation, études de sécurité, surtout quand on est dans les domaines IT autour de la banque, on ne lésine pas sur la sécurité. Donc voilà. Donc ça a pris un certain temps. Ça met un certain temps. Et ensuite, effectivement, derrière, ça coule. Après, derrière, effectivement, il y a quand même un petit sujet, puisque effectivement, on est sur des solutions qui vont appeler tous les opérateurs. Donc, ce n'est pas un seul service. Derrière, c'est différents opérateurs qui vont devoir s'interfacer et répondre efficacement à cette question. Est-ce que cette carte SIM, elle a été activée récemment? Et donc, on a des contraintes derrière. Des attentes en termes de performance de ces opérateurs pour répondre rapidement. Parce que forcément, on est tous pareils, on veut payer rapidement, on veut du temps réel, mais si effectivement l'opérateur il met 5 minutes pour répondre « bah oui, en effet, cette carte SIM a été changée récemment », ça ne sert plus à rien. En tout cas, un déploiement récent. Un déploiement récent et efficace. On va en reparler. Emmanuel, également, la même question. Même question. Comme je le disais, sur le crédit à la conso, l'usurpation et la fraude identitaire se sont développés largement ces dernières années. Nous, on utilise la solution DQE sur l'ID Match afin de vérifier si l'identité et les données saisies lors d'une demande de prêt correspondent à celles du client et pas celles du fraudeur. Donc du coup, DQE nous permet de contrôler si la ligne appartient bien au client ou si elle appartient à une autre personne qu'on pourrait suspecter de fraude. Et quel est l'historique de ce déploiement ? L'historique, c'est assez récent, en décisionnel depuis fin d'année dernière, sur un premier parcours. Et là, on attaque le 4e parcours, puisque nous sommes présents sur le B2B, le B2C, la mobilité. Et là, on attaque le dernier parcours, la mobilité. Et les résultats sont quand même assez satisfaisants. C'est pour ça qu'on développe des QE sur tous les parcours. Très bien. Mickaël, on parlait de Mobile ID, ça a été annoncé je crois en 2019. Il a fallu un petit peu 5 ans pour évangéliser le marché, évangéliser les partenaires et avoir enfin ces lancements effectifs. C'est ça, 2019. Il y a eu c'est un travail commun, multi-opérateur avec la F2M, qui est une association qui nous réunit tous. Déjà un grand merci à DQE, parce que DQE quand même est là depuis le début, ils nous accompagnent. Ils ont essuyé les plats d'un point de vue technique, etc. Donc un grand merci à vous, merci pour nous avoir invités, etc. Donc un grand merci à DQE, ça c'est sûr. Et puis on a fait, grâce à vous également, évoluer nos API, même d'un point de vue technique, etc. Et on espère continuer à le faire encore dans le temps. Juste quand même, effectivement, je ne sais plus qui a dit ça ce matin, les transformations se font dans les temps longs. C'est vrai qu'on est là-dessus, surtout dès lors qu'on travaille avec la banque. Ce sont d'abord des POC, d'abord de l'évangélisation, bien sûr, et ça, on travaille beaucoup avec des queues pour ça. Après, ce sont des POC, et on espère après un passage à l'échelle. Donc ça prend beaucoup de temps quand même. Mais donc, ça y est, on y est. Pardon ? Mais ça y est, on y est, c'est lancé. Ça y est, on y est. Enfin, on espère en tout cas. On va continuer à vous accompagner là-dessus. Didier, des API qui ont évolué. Il y a notamment la question du consentement, où les opérateurs aussi ont fait un travail de simplification. Oui, alors le consentement RGPD, là on parle du consentement RGPD, donc pour la partie RGPD, donc ça a pris du temps, du coup il n'y a pas que l'évangélisation qui a pris du temps, la partie technique, mais il y a aussi toute la partie validation avec nos DPO. Et du coup, on a réussi, nous, à être dans la base légitime, l'intérêt légitime. Ouais. C'est la base qui est une des grandes bases du RGPD. Voilà, dans les grandes bases. Donc, ce qui nous évite d'avoir dans les parcours. Donc, ça, c'est dans le cadre de la fraude. Donc, à partir de là, on va vérifier les parcours et vérifier qu'on est bien dans un contexte de détection, de lutte contre la fraude. Et à partir de là, donc, on n'est pas obligé, puisqu'on utilise l'intérêt légitime, dans le parcours d'introduire en fait le consentement du client.
Voilà. Et donc ça nous a permis finalement de développer le marché, enfin de se développer sur le marché de la fraude avec des QE et je voulais, puisqu'on parlait des cas d'usage, en rajouter un troisième. Rapidement, en fait, donc il y a 2 API qui marchent vraiment bien, c'est Match ID, on l'a dit, puis SimVerify. Et il y en a une troisième qui commence à monter justement sous l'impulsion de DQE. C'est celle qui consiste à vérifier le numéro de téléphone mobile, qui s'appelle Number Verify. Grosso modo, c'est la capacité de vérifier que l'utilisateur possède le numéro de téléphone, donc ce que j'ai décrivé tout à l'heure, sans avoir à lui envoyer un code par SMS. Donc ça permet déjà d'améliorer l'expérience client parce que le client n'a pas à reproduire, remettre le code qui est de plus en plus long. Maintenant, ça arrive jusqu'à 8 caractères. Et aussi, surtout, de se protéger de la fraude qui consiste à ce que le fraudeur récupère le code en le demandant directement à la victime et fasse à sa place en fait cette vérification. Donc là, le Number Verify, c'est quelque chose qui commence à monter. On a eu du mal à faire passer le message et maintenant, je pense que c'est parti. Et c'est parti au niveau international aussi. On va en reparler dans un instant. Un mot tous les 5 pour parler du retour sur investissement de ces solutions. Alors Loïc avait commencé à nous répondre. Ça serait quoi les KPI à suivre sur ces solutions et est-ce que globalement c'est rentable ? Alors ouais, comme je l'ai dit, ça nous a mis 2-3 jours d'implémentation. Après, il y a le coût de la solution, effectivement. Mais nous, on y gagne sur 3 plans. Déjà, au niveau expérience utilisateur, on ne demande plus de justificatif de domicile pour à peu près 33-34% du flux. Donc ça fait des parcours d'enrôlement plus courts, plus simples. Et un prospect à qui on demande moins de justificatif a tendance à plus se transformer. Je crois qu'on gagne 30% de taux de transfo pour la population ciblée qui a eu un retour positif. C'est gigantesque tout de même. C'est assez énorme. Ouais. Donc on y gagne déjà là-dessus. Après, il y a aussi la lutte contre la fraude, bien sûr. Donc nous, sur la fraude documentaire à l'entrée en relation, on y gagne, effectivement. On sait que si on a un retour positif de la solution, on peut passer moins de temps sur ce prospect-là et on peut passer plus de temps sur les cas un peu... la zone grise. Donc ça me permet de nous concentrer sur cette zone grise-là. Donc déjà, et troisième point où on y gagne, nous, c'est sur l'efficience opérationnelle. Donc en gros, ça nous permet d'automatiser à 100%, enfin 30% du flux, de l'automatiser sur la justification de l'adresse. Donc on passe moins de temps sur un dossier. Donc on y gagne, on sait qu'on y gagne, et c'est pour ça qu'on veut continuer à aller un peu plus loin. Donc vous savez que vous y gagnez, donc globalement c'est rentable. Globalement c'est rentable. Jérôme, même question. Je vais embêter un petit peu les opérateurs. Parce que, effectivement, j'ai été un des clients les plus réfractaires à l'utilisation de SimVerify, tout simplement parce que moi je suis un ancien des opérateurs aussi. Cette problématique de SimSwap, c'est avant tout une problématique opérateur, puisque avant tout c'est une fraude qui se passe chez l'opérateur. C'est le fraudeur qui attaque le client de l'opérateur pour récupérer sa carte SIM. Et donc on se retrouve, c'est assez contradictoire, à payer un service auprès des opérateurs pour couvrir une fraude opérateur. Vous voyez un peu le sujet. Donc c'est vrai que dans l'esprit, j'avais un peu de mal à me dire je vais dépenser de l'argent pour une solution opérateur, alors qu'il y a peut-être des choses à faire en amont. Alors, il y a des choses qui ont été faites en amont, heureusement. D'ailleurs, j'ai essayé de l'impulser quand j'étais encore côté opérateur, mais le ROI n'était peut-être pas encore assez suffisant. Parce que quand on parle de ROI, on a tendance à tout de suite réfléchir finance. Et en effet, l'opérateur, quand il y a une fraude SimSwap au sein d'une banque, il n'y a pas de préjudice côté opérateur. Le préjudice, il est côté banque, côté client, mais pas côté opérateur. Donc, transformer, créer du ROI sur la base d'autre chose que de l'impact financier, donc ne serait-ce que l'impact image, c'était pas évident. Je pense que ça a fait son chemin et aujourd'hui la fraude, c'est avant tout un ensemble d'acteurs qui luttent efficacement contre ce phénomène et donc les opérateurs jouent le jeu, commencent à jouer le jeu, on va dire, de plus en plus, et ont sécurisé ces parcours de changement de carte SIM. Bon, pour autant, effectivement, même s'il y a moins de SimSwap, il y a encore un enjeu à utiliser cette solution, et en termes de ROI, on ne va pas se cacher. Il suffit de 2 fraudes évitées, et ça y est, ça couvre le coût de la solution. C'est immédiatement rentable. C'est immédiatement rentable, effectivement, mais parce qu'en effet, comme on dit tout à l'heure, le simple fait de capter le mode d'authentification forte du client, en plus de ses credentials qu'on utilise dans le phishing, c'est tapis rouge. Donc ça veut dire que le fraudeur, il a tout le temps, il peut voler des dizaines de milliers d'euros, toutes les opérations, de changer les données du client, et donc forcément les préjudices moyens sont très très importants. Donc c'est pas assez cher comme solution. Alors si, c'est trop cher comme solution.
Mais c'est à cause des opérateurs. En tout cas, c'est rentable. Emmanuel, même question. Alors, je rejoins Jérôme, le ROI est très bon. Moi, je l'ai vu, ça me fait baisser la fraude nette, ça me fait baisser mon taux de fraude par production. Donc, le ROI est très bon. C'est pour ça qu'on le déploie sur l'ensemble de nos parcours. Il est très bon, mais il n'est pas suffisant, puisqu'on enregistre toujours de la fraude. Et maintenant, alors on va en parler après, mais oui, on va en parler après, mais le challenge, c'est d'aller chercher de nouvelles fonctionnalités. En tout cas, ce qui a été déployé aujourd'hui, vous êtes satisfait? Complètement, oui. Pas de chiffres à partager? Pas de chiffres. Alors, j'essaye, je sais que les banquiers sont discrets. Une belle baisse de la fraude nette et un taux de fraude par génération de production divisé par 2. Ah bah c'est un beau chiffre tout sur de le même. premier parcours. On peut diviser par 2 la fraude. Alors le taux de fraude sur une production, oui, on peut. Oui. Ah oui. Alors nous, on n'utilise pas que des QE, on le couple avec une autre solution qui contrôle et certifie l'email. Donc c'est en utilisant ces deux solutions nous permettent ce résultat. C'est pas des QE seuls. D'accord. Bon, on retiendra quand même que ça a été divisé par 2. Michael, c'est des bons chiffres, hein, des clients comme ça contents. Oui, bah, effectivement. Non, même si j'entends les remarques côté banque, bien évidemment. Après, effectivement, aujourd'hui, une solution gratuite vaut rien, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est toujours le problème. On peut rappeler le modèle économique de ces API? C'est facturé comment? Côté opérateur, nous, on facture à la requête aboutie. Voilà. Quand je dis à la requête aboutie, c'est qu'il y a différentes API, etc. Donc c'est important, pour certaines en tout cas, que ça soit la requête aboutie. Voilà. Nous, côté opérateur, on regarde peu les KPI là-dessus. En fait, on est plutôt aujourd'hui sur en fait, sécuriser en fait, au maximum le parcours des clients, faire en sorte qu'il ait confiance dans son écosystème numérique. Ça, c'est pour nous le plus important. Il reste 3 minutes, on va accélérer. Didier, cette dimension multi-op, on sent aussi que ça a permis d'améliorer la rentabilité de ces solutions, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Nous, les KPI, les ROI, bah, on les a pas, hein, parce que vous voyez, ils les partagent pas trop. Mais on aimerait bien partager notre préjudice. C'est une des difficultés qu'on rencontre, mais on est content d'avoir des témoignages comme ça, parce que. Et en tout cas, avoir un quatrième opérateur, ça a augmenté la couverture, et indirectement la rentabilité de ces solutions. Un quatrième opérateur, ça va augmenter. Ça a augmenté puisque c'est parti la couverture de Free. Et non, ce que je peux donner juste comme KPI, c'est ce qu'on voit. Donc, j'avais regardé juste avant de venir, en fait, entre décembre 2022, sur le mois de décembre 2022, décembre 2023, on avait fait x7 en termes de volume de requêtes. Ouais, donc c'est parti. Hein. Et là, j'ai regardé sur l'année dernière, donc entre octobre de l'année dernière et cette année, on a fait 2,5 x 2,5. Donc, c'est une croissance à 2 chiffres, quoi. Très bien. Alors, un petit tour de conclusion, Loïc, ça serait quoi les perspectives? Qu'est-ce que vous attendez de complémentaire, de nouveau pour ces API? Alors nous, on attend vraiment Number Verify, pour le coup. Dans l'idée, nos parcours demandent de plus en plus d'OTP. C'est assez lourd, vision utilisateur. Et on sait qu'une partie de ces points-là, vu que 70% de nos entrées en relation se font sur mobile, on sait qu'on pourrait valider automatiquement ces étapes OTP par Number Verify. Donc remplacer le SMS d'authentification OTP par des API opérateurs. Exactement. Et aussi donc, tout ce qui est lié à SIM Verify, donc pouvoir l'implémenter et l'utiliser sur nos parcours. Très bien. Et on invite évidemment tout le monde à souscrire un compte chez Fortuneo. Merci, Loïc. C'est ça. Il y a une offre en cours, vous pouvez y aller. Oui, au BNP. Jérôme, le mot de conclusion et les perspectives sur les API opérateurs? Alors, nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir les opérateurs avec nous pour renforcer cette image justement de compagnon de confiance. Et il faut pour ça qu'on arrive à largement se démarquer des fraudeurs. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous un peu pareil. On a tous entendu parler de cette fraude, aux faux conseillers. Et finalement, ce qui se passe, c'est que le client, maintenant, quand il reçoit un appel, heureusement, il a un doute et on voudrait qu'il n'ait plus de doute. Et donc, quand on envoie un SMS légitime, quand on appelle notre client de manière légitime, il faut que l'opérateur nous aide à faire en sorte que le client n'ait aucun doute ou alors qu'il sache exactement que c'est la banque ou que c'est un fraudeur. Donc, c'est ces services-là qu'on attend pour garantir ce lien de confiance ou le renforcer par rapport à ce qu'on a perdu ces dernières années. Merci Jérôme. On invite tout le monde à souscrire un compte chez BNP Paribas ou chez Hello Bank. Non, je peux pas. Emmanuel, un mot de conclusion? Alors moi, je reviens sur mon sujet favori, l'usurpation d'identité. Aujourd'hui, un usurpateur sait ouvrir un crédit à la place d'un client parce qu'il possède les justifs du client. Il sait ouvrir une ligne téléphonique aussi. Donc du coup, moi, ce que j'attends des QE, c'est une nouvelle fonctionnalité
qui va arriver, qui s'appelle Ténure, qui est proposé par SFR pour le moment, et qui va me permettre de connaître la date d'activation de la ligne. Parce qu'aujourd'hui, je le vois sur notamment la fraude aux faux conseillers, la fraude aux faux courtiers. Bien souvent, DQE, le matching DQE est favorable. Me dit, la ligne appartient bien au client, alors que je sais très bien qu'elle n'appartient pas au client. Et du coup, cette fonctionnalité me permettrait d'éviter cette fraude que je finance aujourd'hui. Très bien. Donc, en tout cas, déjà des API qui vont adresser ce problème. Et on invite tout le monde à prendre un crédit chez CTLM, par exemple, à l'approche des cadeaux de Noël. Mickaël, le mot de conclusion. Alors, il y a différentes perspectives là, pour les API opérateurs, mais juste pour revenir quand même sur la sécurisation, notamment de la partie SMS ou RCS, effectivement, il y a des choses qui sont en place, il y a des choses qui évoluent, et notamment par le biais de la F2M, avec la sécurisation notamment des OADC, c'est-à-dire en fait ce qui permet des émetteurs, qui permet de ne pas les ouvrir à n'importe qui, et de les faire utiliser uniquement par les personnes qui sont autorisées à le faire. Enfin, il y a plein de travail au sein de la F2M, on peut en rediscuter juste après. En tout cas, c'est des problèmes identifiés, il y a des solutions pour le déploiement. Identifiés, le RCS va apporter pas mal de choses. Le successeur du SMS. Voilà, exactement. Les perspectives, elles sont multiples. On sait aujourd'hui qu'on va utiliser de plus en plus les API. Il y a des questions de monétisation des assets opérateurs. Et puis, il y a des API qui vont être utilisées massivement, notamment pour la cybersécurité. Voilà. Et Orange est là. Et on invite évidemment tout le monde à ouvrir un compte chez Orange. Une excellente idée de cadeau de Noël. Didier, les mots de conclusion. En fait, maintenant qu'on a posé, on a travaillé avec DQE, on a un bon socle technique, une bonne expertise. Je pense que l'évangélisation a fonctionné, etc. Je pense que maintenant, en fait, faut ouvrir le champ. Donc nous, le travail qu'on va faire, enfin en tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire passer au niveau de la F2M des autres opérateurs, c'est d'essayer d'étendre en fait la couverture et d'aller voir les MVNO. Ah oui. Pour que ça fonctionne aussi. Virtuels. Aujourd'hui, on est à 85% avec les 4 opérateurs. Donc, ce qui s'est passé avec l'arrivée de Free, c'est génial puisqu'on est à 85% quand même de couverture. Mais je pense que il y a presque 15%. Le marché attend plus que ça. Donc, il faut aller voir les MVNO et puis leur faire adopter la solution. L'autre point, c'est un point au fait qu'on a aussi travaillé avec Benjamin de DQE, c'est la standardisation. Donc, il y a un projet. Donc, moi, je suis, nous, les opérateurs, on travaille avec la GSMA, donc les opérateurs mobiles du monde entier, donc notamment sur ces sujets-là, Vodafone, Telefonica et Deutsche Telekom ont aussi développé leurs API, sauf que chacun l'a développé dans son coin. Et aujourd'hui, il y a un projet qui s'appelle Camara, donc qui fait partie du projet Open Gateway de la GSMA, qui consiste à standardiser en fait ce type d'API. Et derrière, donc, ça permettra en fait d'accélérer en fait et de développer à l'international, donc d'aller dans le sens de DQE qui, j'ai entendu, mise sur la standardisation et donc le développement à l'international. Donc très intéressé. Ouais. Voilà, et donc du coup, pour moi, ça fait partie des clés pour que ça se développe, que le business se développe. Et évidemment, on reste sur le marché avec nos clients à l'écoute pour le développement de toutes nouvelles API. Et Ténure, on va faire le boulot pour les autres, on va les convaincre. Merci Didier. Oui, Mickaël. Camara, que les futures API, et notamment Ténure pour l'ensemble des opérateurs, seront développées sous Camara. Sous Camara. Donc c'est en cours de standardisation. Merci Didier. On invite également tout le monde à ouvrir un deuxième compte chez SFR. Merci à tous les 5 et on peut les applaudir. Merci.